Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue dans la série sur la diversité des tiers-lieux à Taipei, ces lieux de sociabilité qui sont un peu partout autour de nous. Nous arrivons déjà presque à la fin de cette série qui vous est proposée par Radio Taïwan International en coopération avec le podcast The Future of Our Third Places, une initiative du sociologue Antoine Buret qui est aussi l'auteur du livre Nos tiers-lieux, défendre les lieux de sociabilité du quotidien, publié l'an dernier aux éditions FIP. Avant de me lancer dans cette série, j'avais discuté avec Antoine Buret pour mieux cerner la notion de tiers-lieu et je dois dire que ce dialogue a complètement changé ma vision des tiers-lieux. À l'époque, son livre n'était pas encore publié et dans ma tête, les tiers-lieux, c'était avant tout les lieux dont je vais vous parler aujourd'hui. Avec du recul, je les surnomme les nouveaux tiers-lieux, qui ont été conçus par la communauté et pour la communauté ou le grand public, mais avec une intention claire d'en faire des tiers-lieux, même si à Taïwan, on utilise plutôt l'expression de community building. Il s'agit de renforcer les liens entre les habitants d'un quartier ou entre des personnes qui cherchent à résoudre un problème local en organisant des activités ou en investissant un lieu qui devient alors un tiers-lieu. Or, après ma discussion avec Antoine Buret, je me suis rendu compte que des tiers-lieux, il y en avait partout. Les cafés, les restaurants, les marchés traditionnels, les coiffeurs, les manifestations même, les bars à karaoké, les temples, les parcs, etc. Bref, des lieux qui sont tellement au cœur de notre quotidien qu'on ne se rend plus forcément compte de tout ce qu'ils représentent en termes de relations sociales dans nos vies. Jusqu'au jour où, comme pendant la période du Covid, par exemple, ces lieux ont fermé leurs portes. C'est d'ailleurs à ce moment-là, ou lors de catastrophes naturelles, que les nouveaux tiers-lieux dont je vais parler aujourd'hui ont parfois pris la relève. Car les liens qui avaient été tissés dans ces lieux ont en effet permis que des formes d'entraide se mettent en place. Mais ces nouveaux tiers-lieux ne pourront, à mon avis, jamais remplacer les tiers-lieux plus traditionnels que nous avons explorés tout au long de cette série. Donc après la discussion avec Antoine Buret, j'ai décidé de chambouler mes plans et de parler d'abord des tiers-lieux traditionnels, même si, vous comprenez bien, c'est impossible d'être exhaustif. Ça pourrait faire l'objet d'une recherche de plusieurs années en sociologie. Quant aux nouveaux tiers-lieux auxquels je pensais au début, eh bien je les ai gardés pour la fin parce que ce sont les plus récents. Je ne pourrais pas non plus être exhaustive aujourd'hui, alors j'ai fait une petite sélection. Pour cela, nous allons suivre l'histoire de Fang Hui. Elle a d'ailleurs été étudier l'art en France pendant sa jeunesse. Une fois de retour à Taïwan, elle a fondé une petite entreprise d'organisation d'événements culturels, mais ce qui la passionne le plus, ce sont les projets de community building. En plus d'enseigner à l'Académie pour la rénovation urbaine, dont je vous ai parlé la semaine dernière, elle a aussi participé à la création de plusieurs tiers-lieux. Tout d'abord, la petite Maison Blanche, Xiao Baiwu, un local inutilisé dans le quartier de l'école normale au cœur de Taipei. En collaboration avec le chef de quartier et des riverains à la retraite, ce lieu a été peu à peu transformé en une sorte de repair café. Mais un repair café un peu particulier parce qu'ici, ce sont les personnes âgées du quartier qui réparent gratuitement les autocuiseurs, les ventilateurs ou autres, mais à une condition, que la personne qui apporte l'objet reste là pour discuter pendant la réparation. Car ce qu'adorent ces réparateurs du dimanche, c'est surtout discuter entre eux et avec les personnes qui viennent leur demander un coup de main. Ils n'apprécient guère que les gens viennent déposer un objet à réparer, les payent et reviennent plus tard le récupérer. Non, ils ne font pas ça pour l'argent, mais pour le plaisir. Fang Hui a aussi contribué à réenchanter de nombreux autres lieux, dont le plus emblématique est Ima, dans le quartier populaire de Wanhua. Quand on entre, on se sent tellement bien entouré de plantes, de livres, d'objets d'occasion, dans une ambiance tamisée qu'on a du mal à réaliser qu'il y a encore quelques années, c'était ici un parking souterrain laissé à l'abandon. Je vous avais déjà parlé de Ima dans l'épisode sur les tiers-lieux pendant le Covid, car cet endroit accueillait la distribution de nourriture aux personnes défavorisées. Fang Hui nous y accueille aujourd'hui. En tant que lieu de rencontre du quartier, ici, il y a plusieurs organisations ou associations qui font tout un tas de choses différentes. Certains ont ouvert un magasin, d'autres font de la menuiserie.
ici. D'autres encore ont des bureaux associatifs ici. Nous louons aussi l'espace de conférence. C'est grâce à ces contributions qui dépendent des moyens financiers de chacun que nous pouvons payer le loyer, l'eau et l'électricité et un employé de mon entreprise Hongbao pour la supervision et le travail administratif. Mais c'est un endroit ouvert et nous ne travaillons pas sous la pression. L'objectif n'est pas de faire des bénéfices, simplement ceux qui ont des ressources ou des opportunités organisent des choses ici. C'est pourquoi il y a toujours plein de nouveaux projets. On est tous plein d'idées, on sollicite des fonds auprès de différents organismes et ce lieu est notre base pour les réaliser. C'est pour cela que nous avons pu continuer jusqu'à aujourd'hui. En fait, le plus grand avantage de ce type d'espace partagé, c'est que les ressources circulent sans cesse. Et plus elles circulent, plus on crée de ressources. Si nous avions un modèle purement économique, nous serions en concurrence pour ces ressources. Mais quand on adopte un modèle plus ouvert et qu'on accepte de s'entraider dans le cadre des projets des uns et des autres, cela nous permet à tous de continuer à travailler. À chaque fois que je vais à Ima, je rencontre des gens différents, car c'est un lieu qui accueille des collectifs pour des projets aussi divers que variés. Dans l'un des recoins de Ima, il y a un petit studio radio, on pourrait presque dire un studio underground. À l'origine de ce projet, Haozi, qui tenait autrefois, non loin de là, un atelier de menuiserie, accueillant notamment des sans domicile fixe. On l'écoute. L'an dernier, on a trouvé cet endroit et on s'est dit qu'il pourrait accueillir notre nouveau projet. Ça s'appelle Wusuo Shishi Gongzuofang, l'atelier où l'on peut tout expérimenter. On aime bien venir ici pour se rencontrer autour d'un repas et comme on est du quartier, c'est facile pour se donner rendez-vous. Le souci, c'est qu'il ne restait plus beaucoup d'espace, car il y a déjà plein de collectifs qui sont installés ici. Il ne restait plus que ce petit coin. On s'est dit qu'on pourrait l'aménager avec du bois et faire un studio d'enregistrement. C'est là que tout a commencé. De fil en aiguille, Haozi et ses amis ont eu l'idée de lancer un podcast qui accueillerait des gens du quartier et notamment des SDF pour qu'ils puissent partager leur expérience tout en restant anonymes. On a visité d'autres endroits avant de s'installer ici, mais il fallait payer un loyer d'au moins 40 000 $ taïwanais. C'était largement au-delà de nos moyens. Ici, c'est beaucoup moins cher et on n'a pas eu besoin de payer pendant que nous construisions le studio. En plus, le menuisier de Ima nous a même fourni du bois de récupération. On écoute Rambo, sans domicile fixe, nous dire pourquoi il aime bien cet endroit. C'est en les suivant que j'ai connu cet endroit. Je trouve que c'est très agréable et c'est un endroit pas comme les autres. Les gens sont différents aussi. On n'a pas envie de partir et je me suis fait de nouveaux amis ici. Tout n'est pas parfait, bien sûr. Il y a parfois des frictions. Une fois, on a organisé une activité où chacun pouvait raconter ce qui n'allait pas dans sa vie. Rambo est très bon pour l'écoute. Les gens prenaient rendez-vous avec lui et lui racontaient ce qu'ils avaient sur le cœur. J'ai interrogé Fang Hui sur le fait que le mot tiers-lieu ne faisait pas partie du vocabulaire courant à Taïwan. On utilise plutôt l'expression community building qui fait référence à une dynamique plutôt qu'à un lieu. Pour elle, est-ce que les lieux dans lesquels s'incarnent ces interactions sont vraiment quelque chose de fondamental ou est-ce que c'est secondaire ? Je pense que des lieux comme Ima sont vraiment nécessaires. Dans des cafés, on peut se rencontrer pour discuter, mais pas pour faire des activités ou expérimenter à l'échelle d'un quartier. Ici, l'objectif est de se rencontrer pour tisser des liens entre les personnes et pour que cela débouche sur des initiatives dans plein de domaines différents pour répondre aux problématiques locales. Je pense que pouvoir avoir un lieu pour faire cela est crucial, car il faut un espace pour créer ces interactions. Toutefois, ce lieu peut changer en cas de rénovation du quartier, par exemple. Cela n'a pas besoin d'être un lieu immuable.
Différents lieux vont attirer différents types de personnes provenant de quartiers différents et sur des sujets qui intéressent les riverains. Je pense donc que le gouvernement devrait davantage encourager la formation de ce type d'espace pour qu'il y en ait dans tous les quartiers et que des collectifs puissent se former et se rassembler. Le foncier est extrêmement cher à Taipei. Nous manquons d'endroits où l'on peut expérimenter comme ici. Et nous sommes bien plus qu'un lieu de rencontre pour simplement discuter comme dans un café. Les lieux physiques sont importants donc, mais ça ne suffit pas pour faire tiers-lieu. Bien sûr, les gens sont aussi très importants. Ce ne sont pas des gens en costard, cravate qui vont venir dans des endroits comme celui-ci pour expérimenter. Ce sont plutôt des gens qui ont des idées et qui cherchent de l'aide pour réaliser un projet à l'échelle du quartier. Ils viennent ici pour faire la connaissance d'autres personnes avec qui ils peuvent éventuellement coopérer. Certains ont des outils, d'autres ont des problèmes à résoudre. Les rencontres créent des idées et des occasions dans un esprit d'entraide. Pour aménager ce lieu, on a dépensé pas mal d'argent et d'énergie. Le résultat est le fruit de nos contributions collectives en argent, en main-d'œuvre, en idées et en technique. À Taipei, l'une des spécificités du community building, c'est que si l'on veut demander des fonds publics, ces projets dépendent du Dugangchu, le bureau de la rénovation urbaine. Alors que dans d'autres villes, la partie activité dépend du bureau de la culture et la partie infrastructure dépend du bureau de l'aménagement du territoire. Il faut savoir que le modèle de fonctionnement de la rénovation urbaine à Taïwan repose en grande partie sur des partenariats avec des entreprises immobilières, partant du principe qu'il faut bien trouver des financements pour raser et reconstruire des immeubles. Ce à quoi se résumait souvent le concept, qui commence toutefois ces dernières années à miser un peu plus sur la rénovation. En tout cas, le fait que le community building dépende de ce bureau pose parfois des problèmes. Par exemple, la municipalité a tendance à soutenir des projets de mise en valeur des infrastructures plutôt que les activités qui s'y déroulent. Or, ce sont les activités qui font la vie des tiers-lieux. Selon Fang Hui, les fonds consacrés à ces programmes sont trop faibles. Par exemple, pour le concours Be a Doer, soyez un acteur de la vie de votre quartier, les récompenses ne sont que de 5 000 $ taïwanais, soit même pas 200 € pour réaliser un projet. Cela n'empêche pas Fang Hui de continuer à travailler dans ce domaine, car le plus important pour elle, c'est de faire ce qu'elle aime dans la vie et elle encourage d'ailleurs les gens qu'elle rencontre à en faire de même en réalisant leurs projets dans des endroits comme Ima. Fang Hui est aussi active dans le programme Open Green de la ville de Taipei qui vient de fêter ses 10 ans. Ce programme encourage les chefs de quartier, les associations ou tout simplement les citoyens à réhabiliter un endroit laissé à l'abandon selon 2 principes, open et green, c'est-à-dire que l'endroit, une fois réhabilité, doit être ouvert à tous et permettre aux gens de se rapprocher de la nature. Vous vous souvenez peut-être de la cour de l'école Taiping au cœur de Taipei qui avait été transformée en forêt comestible avec aussi une rizière et un four en terre dont j'avais parlé dans l'émission Les joies de l'éco-construction. Eh bien, c'était un projet Open Green. Voici le point de vue de Lin Yuzhi qui a travaillé pour ce programme il y a quelques années. Le programme Open Green, d'après mes observations, ce sont par exemple des retraités ou des mamans qui veulent faire des choses intéressantes et rencontrer des gens pendant leur temps libre. Pour cela, le fait de réaliser quelque chose ensemble permet de donner un objectif commun qui fait communiquer les gens entre eux. Bien sûr, ça demande des efforts, mais les participants sont contents de voir le résultat. Quand on fait les choses ensemble, on est plus motivé. Un autre avantage d'Open Green, c'est que les subventions sont très faibles. Il faut donc que les participants se creusent la tête pour savoir comment trouver du matériel d'occasion ou pour emprunter des outils à quelqu'un. On s'entraide, on apprend les uns des autres. C'est super pour rencontrer de nouvelles personnes en dehors du domicile et du travail à travers les activités. Pour lui, le faible niveau des bourses serait en fait un avantage, car parfois c'est la contrainte qui nous rend créatifs, à condition d'être motivé bien sûr. Mais Lin Yuzhi rappelle aussi qu'après la réhabilitation du lieu, le plus important est de continuer à l'utiliser sur la durée.
La maintenance est donc très importante. Il faut que le lieu accueille des activités régulières et que les riverains se sentent impliqués. Ce qui fonctionne le mieux, d'après lui, c'est lorsque ce sont les riverains eux-mêmes qui participent à la réhabilitation du lieu. Cela leur tient à cœur de le maintenir vivant. Les retombées positives de toutes ces initiatives, d'Ima à Open Green et beaucoup d'autres encore, ont attiré l'attention de la municipalité de Taipei. Désormais, dans les projets de logements sociaux, la mairie demande aux promoteurs de réserver un endroit aux activités collectives, que ce soit une cuisine commune ou une salle d'activité, afin de créer du lien entre les habitants. Selon Fang Hui, les tiers-lieux peuvent accueillir tout type de projets, de simples interactions locales jusqu'à l'expérimentation de modes de vie alternatifs. 对，我觉得未来社区应该才是人本教育。 J'espère que dans le futur, l'éducation humaniste sera faite au niveau de la communauté, au niveau local, notamment tout ce qui concerne l'écologie et les soins aux personnes âgées. C'est pour cela que maintenant, j'ai présenté un projet auprès du bureau de la jeunesse de la mairie de Taipei. J'aimerais donner l'opportunité aux jeunes d'avoir des interactions avec les personnes âgées, notamment celles qui sont isolées. De nouvelles idées peuvent émerger grâce à leurs compétences en numérique, par exemple. Je pense qu'il est possible de faire évoluer les choses au niveau local si de plus en plus de gens s'impliquent. Les jeunes et les personnes âgées ont un point commun. Ils adorent les animaux de compagnie. Ça peut être un moyen de créer des ponts. En ce qui concerne l'écologie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, je crois que c'est par le changement des habitudes de consommation que l'on pourra y parvenir. Montre que l'on est sur la même planète, mais qu'il existe des alternatives, d'autres manières de vivre. Un des points communs de ce que j'appelle les nouveaux tiers-lieux, c'est le fait qu'ils reçoivent souvent un soutien du bureau de la rénovation urbaine de Taipei, même si les activités dans ces lieux reposent sur l'engagement des citoyens. En France, il y a eu un phénomène d'institutionnalisation de certains tiers-lieux avec la création par le gouvernement du groupement d'intérêt public France Tiers-Lieux, dont Antoine Buret parle d'ailleurs dans son livre. À Taipei, la situation est différente, mais dans une certaine mesure, si le bureau de la rénovation urbaine de Taipei soutient ces initiatives, c'est aussi parce que cela comporte des avantages, notamment le fait d'avoir des canaux de communication avec les riverains lors d'un projet de rénovation urbaine. Bien sûr, dans l'autre sens, recevoir un financement peut parfois conduire à une certaine dépendance. Tous ces dispositifs permettent en tout cas aux gens de s'organiser et de faire entendre leur voix, car même si cela ne saute pas forcément aux yeux au premier abord, les tiers-lieux peuvent avoir une dimension politique. Pas au sens partisan du terme, mais au sens de participation citoyenne, ne serait-ce que de s'intéresser à ce qui se passe dans son quartier ou sur un sujet spécifique et avoir un lieu pour en discuter avec d'autres personnes qui ne sont d'ailleurs pas toujours du même avis. C'est en effet dans les frictions que se joue le vrai dialogue démocratique, s'il est encore possible, tant les lignes de fracture se creusent depuis quelques années, mais peut-être un peu moins à Taïwan qu'en Europe ou aux États-Unis pour le moment. Une autre manière de se rendre compte que les tiers-lieux, qu'ils soient traditionnels ou nouveaux, ont une dimension politique, c'est que, comme le souligne Antoine Buret dans son livre, les régimes autoritaires cherchent souvent à les fermer ou à les décourager. Car rien de mieux pour les dictateurs que des individus atomisés. On peut se demander si la numérisation tous azimuts de pans entiers des sociétés industrielles, y compris dans les démocraties, pourrait aussi aboutir à une atomisation des individus et à un déclin des tiers-lieux. En attendant d'en discuter avec Antoine Buret lors d'une interview réflexive prochainement, je vous donne déjà rendez-vous mercredi prochain pour un épisode qui portera justement sur l'une des spécificités de Taïwan, l'utilisation du numérique pour rendre la démocratie plus participative. Et cela passe notamment par des hackathons qui sont une forme de tiers-lieu mobile. J'irai enquêter à ce sujet ce week-end et je vous donne rendez-vous mercredi prochain.